Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Alune. Tout à l'heure, nous allons recevoir une blogueuse et spécialiste de mode de grande taille. Elle viendra nous présenter son premier livre intitulé « Fier d'être moi-même », ainsi que la chanteuse, auteure-compositrice de grand talent qui s'appelle Maria Siga. Mais tout de suite, nous allons recevoir un professeur à l'Institut Mat Medou à Montréal. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dédiés essentiellement à l'égyptologie. De passage à Dakar, il vient nous présenter la nouvelle revue trimestrielle qu'il dirige intitulée Koumaba. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Dibom Barimbok. Bonsoir, M. Mbok. Bonsoir, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est mon honneur. Avec votre joli boubou. Il n'est pas camerounais, il est bien sénégalais, le boubou. On en trouve au Cameroun également. Oui, absolument. Absolument. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes professeur à l'Institut Mat Medou à Montréal. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter l'Institut? C'est quoi exactement? Alors, cette fiche aurait nécessité de mise à jour, je dois dire, parce que depuis, les choses ont relativement évolué, puisque actuellement, nous avons comme projet, nous conduisons un projet dans le cadre de l'école des scribes. L'école des scribes, c'est une école qui forme à la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens, qu'on appelle régulièrement hiéroglyphes. Et voilà, donc ça fait un certain nombre d'années déjà que nous travaillons dans ce sens-là. Et c'est une école qui travaille sous la tutelle d'une association qui s'appelle Ndjeli, qui signifie le chemin de la connaissance. C'est un mot en langue bassa du Cameroun qui signifie le chemin de la connaissance. Et c'est une association qui est basée en France, mais qui est internationale parce qu'elle est en train d'ouvrir des antennes aux États-Unis, au Canada, en Belgique également, en Afrique aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Et votre magazine que vous venez, je pense, vous avez commencé à publier en 2020, qui s'appelle Koumaba. Oui. C'est une revue trimestrielle qui parle essentiellement aussi d'égyptologie. Absolument. Disons qu'elle est ouverte, parce qu'on a conçu ce projet comme une occasion de parler. Parce que Koumaba, c'est un mot mandingue qui signifie littéralement la grande parole. Et on a souhaité traduire cette expression par la grande palabre. Parce qu'en réalité, nous souhaitons accueillir tous ceux qui travaillent dans le domaine des humanités classiques africaines, que nous appelons les humanités fondamentales. Et donc, c'est une revue qui est ouverte à la discussion dans le cadre de ces préoccupations-là. Et basée à Montréal. Basée à Montréal, voilà. Donc, comme vous parlez de mots mandingues, les premiers ouvrages que vous avez sortis parlent de l'origine égyptienne des mandingues. Oui. Parce qu'on a vu l'origine égyptienne des Peuls, des Sérères, des Lébous. Mais comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, je pense que c'est l'origine égyptienne de tous les peuples négro-africains. Absolument. Disons, pour ce qui concerne le Soudan occidental, puisque c'est spécifiquement de cela qu'il s'agit dans ces numéros, les peuples soudanais sont tous apparentés. Parce que c'est seulement récemment qu'on fait comme ça des distinctions entre Peuls, etc. Mais dans le fond, il y a quand même une unité culturelle qui est visible, qui est palpable. Et les langues aussi sont relativement proches. Donc quand j'utilise, disons, le terme mandingue, ce n'est qu'un prétexte en réalité pour parler du grand Soudan, le Soudan occidental, qui inclut donc tous les peuples qui ont cette filiation et qui partagent en fait un ensemble de faits culturels relevant essentiellement, disons, de ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, mais en fait qui est l'alliance cathartique. Voilà. C'est ça, exactement. Je voulais parler un peu de ça, la parenté à plaisanterie. On pense que c'est assez récent, mais vous nous dites que ça remonte à l'Égypte ancienne. Ben oui, c'est le mode d'alliance des peuples éthiopiens. C'est les peuples éthiopiens dans le sens historique du terme, c'est-à-dire les premiers peuples qui ont émergé en Afrique et qui ont prospéré dans les 4 coins du continent, en fait. Donc, c'est une institution, en fait, qui apparaît en Égypte sous la dénomination Sematawi. C'est de cette façon que les égyptologues désignent cette institution. Mais c'est une institution essentiellement basée, disons, sur la catharsis, qui, pour le traduire du point de vue des Grecs, en fait, c'est la purgation des passions. C'est-à-dire la pacification des relations, qu'il s'agisse de relations dans la famille et avec des tiers, etc. Donc, c'est cela. Donc, en Égypte, cette institution paraît sous l'expression Sematawi, qui en fait, c'est une expression conventionnelle qui ne veut rien dire, mais c'est ce que les Malinké appellent la Sanankunya.
Au Sénégal, je crois que c'est Gamou ou Kal. Voilà, Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, ce que j'ai découvert aussi dans cette revue, c'est un peu par rapport à certains mythes. Vous nous avez parlé je ne dirais pas du mythe, mais peut-être la légende, l'histoire de Soundiata Keita. Oui. Et vous nous dites que vraiment, cette histoire vous rappelle l'histoire d'Horus. Absolument. Et d'Osiris. Absolument. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, naturellement, cette observation ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand j'avais observé j'avais écrit une lettre ouverte à Djibril Tamsir-Niane, qui est guinéen, spécialiste de la question. Et il m'avait fait comprendre que, disons, ses connaissances en égyptologie étant limitées, m'encourageait à poursuivre dans ce sens. Voilà. Donc, effectivement, on se rend compte qu'en réalité, le personnage qui, en Égypte, disons, est appelé, enfin, en égyptologie, disons, est appelé Horus, campe absolument les traits de Soundiata Keita. Et c'est remarquable par la destinée des deux personnages, parce que Horus, d'après Plutarque, est né faible des membres inférieurs, c'est-à-dire paralytique. C'est le cas également de Soundiata Keita. La mère de Soundiata Keita s'appelle Sogolon. La femme bulve, c'est Sigi. Sigi, qui est un mot qui se rapporte à l'étoile Sirius, qui est l'image d'Isis dans le ciel. Voilà, et Isis, naturellement, c'est la mère d'Horus. Donc, il y a des éléments comme ça, et si je ne fais que citer en surface, mais enfin, il y a des éléments comme ça qui m'ont permis de comprendre qu'en réalité, il y avait matière à fouiller. Et réellement, le résultat est exposé dans cette revue. Et voilà, Vraiment. Bonjour, monsieur Mbok. Bonjour. Vous savez ce que ça veut dire Mbok chez nous? On m'a déjà vu, la famille, la parenté. Parenté, tout ça, mais ça ne veut pas dire ça. Il y a aussi, je pense, ça renvoie aussi au maïs, aussi, le Mbok. Mbok et tout ça. Mbok et Mbok, c'est pas pareil. Question de prononciation, d'article. Bon, bref. En tout cas, félicitations. Vous avez écrit un très, très, très bel ouvrage. Merci. Autant dans le fond que sur la forme. Merci. On retrouve des éléments extrêmement importants et vous nous rappelez un certain nombre de choses qui ont été déjà dites par des savants. Oui. Vous citez Djibril Tamsir-Niane, la correspondance que vous avez eue qui vous a permis de vous lancer. Vous citez M. Lam, Aboubakr Moussa Lam, qui a fait un ouvrage intéressant sur l'origine des Peuls. Alun vient de le rappeler, l'origine égyptienne, peut-être des Peuls, etc. Bon, bref, tout ça. Moi, la première question que je voudrais poser, quelles sont les méthodes que vous avez utilisées et qui vous ont permis de faire du comparatisme ou des études comparées et d'arriver à ce type de résultat? Voilà. Alors, je me suis essentiellement basé sur le corpus égyptien, c'est-à-dire les hiéroglyphes égyptiens, parce que j'ai la faiblesse de croire qu'en réalité, il suffit de donner la parole à ce système d'écriture pour qu'il révèle en réalité ce que c'est que ce peuple qu'on appelle les anciens Égyptiens et quelle est la pensée symbolique de ce peuple. Et pour ce faire, j'ai donc utilisé une méthode que j'appelle la lecture analytique, que j'ai surnommée la méthode Kuma, parce que c'est en référence au mot Kuma, qui dans les langues mandingues signifie la parole, d'où Kumaba d'ailleurs. Et Kuma, c'est aussi le nom de l'ibis. L'ibis qui est l'oiseau consacré à Thoth, qui est le maître de la parole divine, donc l'inventeur des caractères sacrés, d'après le corpus égyptien même. Donc c'est en se basant essentiellement sur la méthode analytique qui consiste à solliciter le vocabulaire attaché aux signes gravés, que j'en arrive à des certitudes, à démontrer par exemple que les langues qui sont parlées aujourd'hui au Soudan occidental, quand je dis Soudan occidental, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc., sont des langues qui étaient connues des anciens Égyptiens. Parce que le témoignage de la langue des Égyptiens, des anciens Égyptiens, c'est le copte. Or, il existe des auteurs, notamment Lydia Somberger, qui était une linguiste française, qui a démontré que le malinké, le bambara, c'était du copte. Donc, si les pharaons existaient aujourd'hui, s'ils se réveillaient de leur sépulcre, ils pourraient se balader dans les rues de Bamako et converser. Et de Dakar aussi. Et de Dakar aussi. il y a beaucoup de Wolof dans les écritures. C'est ça. Donc, voilà. Mais après tout, est-ce qu'on peut se contenter des langues? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres similitudes qui permettent la structure de la société. La structure de la société. Oui, absolument. Les rituels funéraires, les coiffures ont été présentées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces autres preuves tangibles qui nous permettent d'attester, de dire que ces hypothèses ont été vérifiées et sont devenues des thèses valides, valables,
scientifiquement acceptable. Parce que, voilà. Oui, de ce point de vue, nous avons quand même la chance d'avoir d'illustres prédécesseurs. Cheikh Anta Diop, évidemment, pour ne pas le citer, car c'est quand même lui le précurseur. Voilà, le précurseur, celui qui nous a réellement intéressés à ces questions, je dois le dire. Il y a également le professeur Théophile Obenga, qui a fait un travail remarquable de ce point de vue avec les langues dites bantoues. Et non, aujourd'hui, ce sont des lieux communs. Et il n'est plus question pour nous aujourd'hui de questionner la race, entre guillemets, des anciens Égyptiens. Pour nous, c'est acquis. Maintenant, il s'agit simplement d'éveiller les corpus qui dorment dans les hiéroglyphes. C'est-à-dire, l'Afrique est réellement orpheline aujourd'hui de ces concepts. La raison pour laquelle elle est à la remorque d'un ensemble de concepts aujourd'hui qu'elle adopte, donc la démocratie à l'occidental, le capitalisme, le socialisme, etc. Donc, il est question pour nous, par exemple, d'expliquer fondamentalement ce que c'est que la Mahat, par exemple. C'est-à-dire ce corpus sur lequel reposent toutes les institutions égyptiennes. Et pour ce faire, il faut solliciter les caractères sacrés égyptiens et voir les correspondances de ces graphies au sein des sociétés africaines, ce qui permettra de rénover en fait la pensée symbolique des peuples africains et d'adopter un mode disons, de fonctionnement, je vais dire ça comme ça, qui correspond en réalité à l'ADN des peuples éthiopiens, des peuples subsahariens. Il faut comprendre aussi qu'un certain nombre de scientifiques, notamment européens, occidentaux, critiquent quelquefois, ça il faut oser le dire, critiquent la démarche des Africains. Ils les critiquent en disant que les Africains qui cherchent à investir ce registre-là tombent dans un afrocentrisme. Qu'ils opposent d'ailleurs à l'égyptologie. Ils nous disent ces thèses-là. Je ne suis pas d'accord. Je vous expose juste pour dire, voilà, que répondez-vous à ces thèses-là? Non, en fait, c'est un peu comme si on exigeait d'un enfant d'avoir un interprète pour lire le testament de son grand-père. Et cet interprète, naturellement, un étranger qui ne parle ni la langue, qui ne connaît ni la culture. C'est un peu la position des égyptologues occidentaux. C'est-à-dire qu'ils viennent disputer un corpus qui appartient aux peuples éthiopiens, c'est-à-dire subsahariens en général. Et ils adoptent une posture de donneur de leçons, ou de spécialiste. Quant au fond, je veux dire, le premier Sénégalais venu est beaucoup plus à même de parler de ce corpus que n'importe quel égyptologue, parce que lui, il vit encore cette culture. Absolument. Et cette culture paraît encore dans son quotidien. Vous connaissez l'argument qu'ils utilisent? Ils utilisent l'argument selon lequel l'archéologie est l'arbitre qui permet, encore une fois, de valider certaines thèses et d'invalider d'autres thèses. J'ai lu les thèses de ces gens-là, on va dire, qui disent effectivement que les thèses relatives aux origines mandingues des Africains seraient des thèses qui seraient politiques, identitaires, communautaires. Je comprends. C'est pour ça, venant de vous, vous qui avez fait des recherches, encore une fois, l'archéologie, vous avez tout à l'heure parlé des langues, des similitudes, tout ça, mais eux, ils vont aller peut-être un peu plus loin en disant, nous vous invitons sur le terrain de l'archéologie. Absolument. Qui va être l'arbitre pour conforter, consolider ou réfuter les thèses. Et vous l'avez dit à travers, vous rappelez Cheikh Anta Diop qui dit à un moment, il faut inscrire la démarche scientifique dans l'expérience ou l'expérimentation directe. Absolument, la connaissance directe, absolument. Non, mais c'est une démarche qui est la nôtre, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons contribué à développer ce que j'appelle la lecture analytique, qui est une lecture qui questionne directement les caractères sacrés égyptiens. Parce qu'il y a la translittération qui est une lecture phonétique, qui a sa valeur, qui permet de lire les stèles, etc. Il y a la lecture analytique qui permet de questionner la pensée symbolique du peuple égyptien. Voilà. Donc, c'est une critique qui peut s'entendre, mais les artefacts qui nous viennent de la vallée du Nil, chaque jour prouvent que cette civilisation a été africaine. Et encore, on attend encore jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire, la contradiction faite aux travaux de professeur Cheikh Anta Diop, parce que réellement, il n'y a jamais eu un argument décisif qui tende à démontrer que ce qu'il disait n'était pas juste en réalité. Qu'est-ce que vous pensez on va dire, de la science de manière générale en Afrique, des postures des universitaires? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'intérêt par rapport à ces questions-là? Souvent, on cite Cheikh Anta Diop, vous, on va vous citer, parce que désormais, vous faites partie, vous avez pris la relève, mais on a l'impression qu'il n'y a pas assez de recherche, assez de chercheurs dans ce domaine-là. C'est une certitude. Par contre, cela procède aussi de l'époque qui est la nôtre, parce que l'Afrique sort seulement de la colonisation, même si
on prétend être indépendant. Nos programmes scolaires sont encore très inspirés de ce qui se fait dans d'autres pays qui sont des pays européens. Donc, et peut-être aussi le manque de confiance dans nos corpus identitaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment confiance par exemple, à l'institution du GAMU pour régler les problèmes de société, quand on pense que c'est une urne qui pourrait comme ça nous aider à régler des questions aussi importantes que la vie en société. Donc moi, je pense que c'est une question de paradigme et d'évolution. L'Afrique suit une courbe qui la conduit inéluctablement vers sa renaissance, et elle passe nécessairement par tout le prisme de couleurs, c'est-à-dire de concepts qu'elle a subi en réalité. Donc c'est progressif, ce n'est pas une critique qu'on peut faire à l'establishment parce que, ma foi, ils sont formés à la Sorbonne, ils sont formés, voilà, donc ils ont un peu le paradigme que supposent ces institutions. Par contre, aujourd'hui, réellement, la jeunesse a besoin de nouvelles nourritures, de nouvelles sources. Donc vous êtes plutôt partisan de la déconstruction, on va dire, de tout cet univers-là de sens, de mythes, voilà, pour écrire notre roman national. Absolument. Je ne parle pas du roman national ou continental passé, au présent. Il nous faut de nouvelles pages. Absolument. Par rapport à notre futur roman continental, panafricaniste, tout ce que vous voulez, et que ce roman-là, peut-être, devrait passer par la déconstruction, et c'est là peut-être l'enjeu. Est-ce que nous avons, au moment où l'on parle du temps de l'Afrique, que l'Afrique, l'avenir sera africain, tous ces concepts-là, à un moment, c'est beau à entendre, mais après, quel contenu réel donner à ce roman-là, donner à ce chantier-là, à ce temps de l'Afrique qui ne devrait pas être une sorte de chanson nationale-là, de grandeur, de prestige, dont on se targuerait, mais qui doit être matérialisé par des actes concrets. Absolument. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas tout un chantier à investir pour changer la donne? Absolument, c'est une question. En fait, il faut rénover, il faut oser innover. En réalité, il n'y a pas d'outil réellement aujourd'hui qui sache expliquer les peuples éthiopiens, c'est-à-dire les peuples subsahariens tels qu'ils sont. Parce qu'aujourd'hui, la science telle qu'elle paraît, tout au moins, a généralement été développée dans des sociétés, en Europe, par exemple, aux États-Unis, etc. Donc, non, les Africains doivent oser innover. Et la méthodologie nécessairement sera également de cet ordre-là. Mais les outils existent en réalité, donc moi je n'ai pas d'inquiétude parce que je crois que le pire est derrière nous. Je crois quand même. Est-ce que le pire est derrière nous? Aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec nous pour reconnaître que nous avons pratiquement une même origine, on va dire, égyptienne, ou voilà. En tout cas, on est un même peuple africain. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème récurrent en Afrique qui consiste à pousser les peuples dans l'enfermement et le repli identitaire? Nous sommes dans le narcissisme des petites différences, pour parler comme monstre, narcissisme identitaire, où l'un se dit « je suis Peul, je suis Sénégalais, je suis Camerounais, je suis Béninois, Malien, Guinéen », oubliant, méprisant cette communauté de destin que nous devons avoir en tant qu'Africains. Est-ce que le premier chantier aussi ne devrait pas être ce chantier-là, mais avoir sur le terrain, on a l'impression que est-ce que la cause n'est pas perdue? Non, le terrain fertile pour que cette vision émerge, c'est l'Égypte pharaonique. Parce que c'est le témoignage de notre unité culturelle. C'est-à-dire que le Sénégalais, pour le Sénégalais, s'il vit dans un contexte sénégalais, il ne verra pas nécessairement les affinités avec le Congolais ou le Zambien, etc. Par contre, s'il questionne son ancestralité et qu'il intègre le fait qu'il n'est pas... qu'il ne vient pas nécessairement d'ici, qu'il vient de la vallée du Nil, où ses ancêtres étaient en commerce avec d'autres peuples qui sont allés dans d'autres directions, eh bien, il comprendra qu'en réalité, c'est un seul peuple. Et c'est d'ailleurs mon combat. C'est-à-dire, moi, depuis toujours, j'ai toujours dit que nous parlons la même langue, hormis quelques variantes, mais dans le fond, la pensée symbolique des peuples éthiopiens, et cela se voit d'ailleurs très bien même quand on va dans les Caraïbes, c'est-à-dire quand vous allez en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, ben vous voyez très bien que cette pensée symbolique ne disparaît jamais. Alors donc, l'idée, c'est réellement que ceux qui sont en position nécessairement d'orienter les budgets vers la recherche ou vers des études puissent s'inquiéter de ces questions. Si on a le souci du vivre ensemble et qu'on souhaite pacifier les relations au sein de notre continent, il est nécessaire de questionner notre ancestralité parce que c'est celle-là qui témoigne précisément de notre filiation en fait. Et la difficulté réside dans le fait que nous avons construit nos imaginaires et c'est nos imaginaires aujourd'hui qui nous empêchent de réaliser ce vœu. Absolument. Ce vœu-là semble être une évidence pour quelqu'un comme vous, mais pour la plupart des Africains ou certains Africains qui auraient dû quelque part à un moment penser cette unité culturelle, cette unité, comment dire, cette descendance, cette ascendance originelle unique qu'ont tous les Africains, mais on a l'impression que
l'enjeu, encore une fois, devrait consister à déconstruire les imaginaires, Absolument. déconstruire les mémoires, déconstruire les vérités officielles qu'on inculque à travers la socialisation de génération en génération et qui finissent ces vérités-là par constituer l'obstacle. Comme on est dans le terrain, vous êtes dans le terrain. Alors, le terme déconstruit peut effrayer ceux qui considèrent avoir des acquis. Ouais. D'accord? Parce que l'Afrique a quand même une figure aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent très bien cette Afrique telle qu'elle est. Donc, il ne faut pas qu'ils saisissent comme un danger cette évolution. Parce que l'Afrique, si elle veut exister, doit redevenir elle-même. C'est une certitude. Elle ne peut pas perpétuellement servir de roue de secours. C'est-à-dire, elle n'est invitée à aucune table où on parle de spiritualité, aucune table où on parle de science, etc. Pourtant, c'est quand même le berceau de l'humanité où la civilisation est née. Donc, il est nécessaire pour nous d'avoir cette perspective-là et de comprendre qu'en réalité, il s'agit de construire. Parce que l'Afrique a une identité d'emprunt. Ça dit tout au moins l'Afrique officielle. Elle a une identité d'emprunt et c'est en surface. Il s'agit simplement de prendre un bain, voilà, de prendre un bain et puis de se purifier de ce passage vers... Voilà. Moi, c'est comme ça. Donc, il faut être serein vis-à-vis de ces questions parce que l'Afrique a des défis. Et tous les enfants de l'Afrique sont nécessaires pour relever ces défis. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui aujourd'hui ont une certaine vision de l'Afrique, mais il s'agit simplement de les amener à une table pour pouvoir questionner réellement ce qui nous permettra... Voilà, vous êtes dans l'afro-optimisme. Au-delà peut-être de cette unité culturelle dont il parle, je veux dire, pour être plus concret par rapport à, par exemple, aux jeunes qui pourraient écouter ce discours, qu'est-ce que le fait de connaître ses ancêtres, de connaître son ascendance, de connaître d'où l'on vient, pourrait influencer, par exemple, l'économie, pourrait influencer le développement de l'Afrique? Parce que c'est ça vraiment la vraie problématique. Les gens pourraient dire, oui, d'accord, mais vous êtes toujours en train de parler du passé. Oui, l'unité, oui, d'accord, c'est une chose. Mais après, qu'est-ce que ça pourrait apporter le fait de connaître ses origines? Le paradigme, c'est-à-dire la vision du monde, détermine la qualité du bien-être. C'est-à-dire que les peuples éthiopiens, c'est-à-dire les peuples subsahariens, ont quand même des outils qui solutionnent les questions de bien-être. Okay? Donc, cette démarche n'est pas passéiste. Et c'est un discours qu'on entend, on a souvent chez Anta Diop. Lui aussi a même eu à répondre souvent à ces questions parce qu'on peut comprendre, on peut penser que parler de l'Égypte antique, c'est parler du passé. Non, c'est absolument actuel parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore... Alors que les Européens, les Occidentaux parlent toujours de la Grèce, absolument. De la Grèce antique. Nous devons actualiser nos humanités fondamentales et c'est ce qui va permettre la naissance, en fait, de nouvelles sciences qui vont nous permettre précisément d'avoir des outils pour améliorer le bien-être des populations. Car en réalité, tout est d'abord culturel. C'est-à-dire le capitalisme tel qu'il est pratiqué par les Américains ne correspond pas nécessairement à la vision des Lébous, à la vision des Peuls, du bien-être. Donc, il est question nécessairement de questionner ces postes de développement, entre guillemets, pour voilà, donner à l'Afrique un visage qui correspond à sa vocation, absolument, en quelque sorte. Moi, c'est ce que je veux. Des aliénés, je veux dire que tant qu'on est aliéné, on ne peut même pas penser par soi-même. On se fixe soi-même un plafond de verre qu'on ne pourra jamais dépasser. C'est peut-être surtout ça le point le plus crucial. Parce qu'il y a une étude qui avait montré un peu par rapport aux étudiants américains, à la jeunesse américaine, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres. On a essayé de voir par rapport aux études, ce n'était pas les meilleurs étudiants, c'était pas... Mais ce qu'ils avaient de plus, c'était le fait de croire en eux, de croire au pays, de croire au fait que l'Amérique, voilà, c'est la plus grande des nations. Et ça, c'est quand ça manque à un pays ou bien à un continent, ça se ressent. Absolument. Et une fois que vous aliénez un peuple, vous pouvez vous en aller tranquille. Ce peuple ne pourra jamais se développer tant qu'il ne sortirait pas vraiment de ce paradigme-là. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui est le plus important par rapport à... C'est cela, c'est une des raisons pour lesquelles l'histoire est importante, mais il ne s'agit pas de faire l'histoire pour l'histoire, il s'agit d'actualiser en fait, les corpus développés par nos ancêtres, parce qu'ils ont l'expérience de vie la plus essentielle. C'est-à-dire l'Égypte antique, par exemple, pour ne citer que cet exemple, a quand même vécu pendant 3 millénaires sur des institutions qui répondaient à tous les besoins que pouvait avoir le sujet égyptien dans la société égyptienne. Donc il est essentiel pour nous de comprendre l'économie, le droit, la médecine, les mathématiques, bref, de saisir cette société dans toutes ses particularités pour pouvoir justement voir comment
nos sociétés actuelles peuvent revendiquer un ensemble de faits qui vont nous permettre de sortir un peu plus de la tutelle et d'être un peu plus nous-mêmes, c'est-à-dire affirmer justement les qualités qui sont les nôtres, c'est-à-dire la capacité de se projeter à l'avenir, l'optimisme, un ensemble de choses qui ont gouverné nos vies jusqu'ici en réalité. Donc vous avez parfaitement raison. C'est la connaissance de soi qui est le moteur de ce qu'on appelle le développement. Absolument. Et surtout le développement, quand vous avez lâché le mot, le développement, parce qu'en Afrique, on nous a importé un certain nombre de modèles de développement qui peut-être ne correspondaient pas forcément à notre contexte, à notre environnement, à nos besoins, à nos nécessités. Absolument. Et cela a posé problème à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans les délices, on va dire, entre guillemets, du développement. C'est des délices totalement illusoires. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres contrées, le délice, ce n'est pas forcément être dans la satisfaction des biens matériels. Absolument. Mais c'est d'être en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans la course vers des infrastructures, etc., alors qu'il faudrait peut-être se concentrer dans cette, comment dire, dans cette vision écologique du développement, du bien-être, du bonheur. Le PNB, le PIB n'est pas forcément l'indicateur, le critère qui permet de dire si on est heureux ou pas. Absolument. C'est tout à fait vrai parce que, ma foi, il y a des sociétés, des pays en Afrique où, naturellement, on cite la croissance à 2 chiffres, mais la population, elle ne le ressent pas nécessairement. Donc, l'idée réellement, parce qu'il ne faut pas non plus effrayer, parce que ce n'est pas contre les infrastructures, ce n'est pas contre, voilà, mais c'est simplement se dire qu'il faut avoir le paradigme qu'il faut pour que... On n'est pas dans le culte de la décroissance. C'est ça, absolument. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est mon honneur. Vraiment, je rappelle que vous publiez une revue africaine d'égyptologie qui s'appelle Koumaba, que vous êtes basé à Montréal. Monsieur Dibon-Barry Mbok, nous vous souhaitons vraiment un bon retour merci. à Montréal et un bon séjour à Dakar. À Dakar, merci, bonne continuation, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission avec une blogueuse et créatrice de mode de grande taille. Cette influenceuse sénégalaise d'origine béninoise et vivant à Paris vient nous présenter ce soir en exclusivité son premier livre à paraître le 26 janvier prochain aux éditions Le Duc intitulé « Fier d'être moi-même ». Nous avons le plaisir de recevoir Gaëlle Prudencio. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi. Comme je viens de le dire, vous êtes une blogueuse et créatrice de mode spéciale grande taille. Vous êtes née au Sénégal, vous avez grandi au Sénégal, vous êtes d'origine béninoise. Pourquoi on ne vous entend pas beaucoup ici au Sénégal à travers les médias? Pourquoi vous êtes plus connue à Paris qu'ici au Sénégal? Bon, déjà, je ne suis pas que née au Sénégal, je suis née à Thiès, je tiens à le dire. Et voilà, avec ma famille, nous tenons beaucoup... vous êtes de vrais Thiessois. Voilà, de vrais Thiessois. Et on ne m'entend pas forcément beaucoup au Sénégal parce que je vis en France. Ça fait 20 ans que je vis en France. J'y suis arrivée pour mes études, voilà, après le bac, et j'y suis pour l'instant. J'ai fait en fait toute ma carrière là-bas. J'ai commencé le blogging là-bas. Mais j'ai une grande communauté qui me suit ici au Sénégal. C'est Dakar est d'ailleurs la deuxième ville après Paris qui me suit en termes de chiffres d'abonnés sur Internet. Et qu'est-ce qui vous a poussé un peu à vous dire à un moment donné, il faudrait que je m'y mette au niveau du blogging, d'être blogueuse dans ce domaine? Parce qu'on se dirait peut-être naïvement que, par exemple, nous, Africains, peut-être on n'a pas ce problème par rapport aux grandes tailles, par rapport aux gens qui sont peurons, parce que nous, on aime ça. Peut-être on se dirait, voilà, nous, les Djongama, voilà, ça fait partie de nos critères de beauté. Pourquoi vous vous êtes dit, je vais me mettre dans ça? Ou bien c'est peut-être au moment d'arriver en France que vous avez subi ce choc, ou bien même ici à Dakar, ça se passait comme ça? Eh bien, moi, depuis l'enfance, j'ai toujours été grosse. Alors, je dis grosse, ce n'est pas un gros mot. Comme ça, on aplanit les choses tout de suite. Et c'est juste un adjectif. Hein. Et donc, dès l'enfance... Je vous arrête, vous n'avez pas toujours été grosse. Vous l'avez dit dans votre ouvrage. Oui, c'est dans mon esprit. On vous a présenté une photo. Bien, vous avez lu le livre. 7 ans. Je contrôle. Vous n'avez pas toujours été grosse. J'ai, dans mon esprit, toujours été grosse. Et c'est quand j'ai commencé à... Enfin, quand j'ai eu cette photo que je me suis rendu compte
que jusqu'à l'âge de 7 ans au moins, je n'étais pas forcément grosse. Mais en tout cas, j'ai toujours été plus grande, plus grosse que tout le monde, plus visible. Et en même temps, à l'école, je subissais beaucoup de harcèlement scolaire de la part de mes camarades. Et dans l'entourage où la famille a grandi, il y avait toujours des commentaires par rapport à mon poids. Et j'ai grandi comme ça en essayant de me sentir bien dans ma peau, sachant que moi, à la base, je me sentais bien. Absolument. Mais ce sont les autres qui me faisaient croire que je n'avais pas de valeur parce que j'étais différente. Et donc, j'ai grandi, voilà, et je suis allée m'installer en France. Et là, j'ai découvert autre chose, c'est que je suis aussi une femme noire. Enfin, en vivant au Sénégal, la question ne se posait pas. Et du coup, j'ai cumulé quand même beaucoup de choses. À un moment donné, j'ai senti le besoin de m'exprimer. Et donc, j'ai découvert sur Internet des forums et des blogs où il y avait des femmes qui sont grosses, qui proposaient leurs photos et les tenues de ce qu'elles portaient. Et moi, finalement, le plus gros problème que j'ai toujours eu avec mon poids et ma taille, c'était de m'habiller, de trouver des vêtements qui me plaisaient, voilà, dans lesquels je me sentais bien. Et même les chaussures, surtout, comme vous le dites. Aussi, parce que je chausse du 43 et j'ai traversé Sandaga pendant des heures et des heures avec ma mère quand j'étais adolescente pour pouvoir trouver des chaussures à ma pointure. Et donc, en trouvant ces femmes sur Internet qui finalement étaient aussi bien belles que grosses, c'était pas du tout antinomique, en fait, c'était possible. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de ça, j'ai envie de partager, de poster des photos, de montrer un peu comment est-ce que j'apprends à m'accepter à travers les vêtements. Et finalement, je me suis retrouvée à documenter cette expérience-là. Ça fait quasiment 15 ans que je fais ça. Et l'aboutissement, c'est aussi bien ma marque de vêtements que mon livre aujourd'hui. Et par rapport au fait de dire qu'en Afrique, souvent on dit, au Sénégal, qu'on aime les femmes, les Diongoma et tout ça, la réalité est quand même qu'on aime bien les Diongoma quand elles ont eu des enfants, qu'on estime que la femme peut maintenant s'épanouir et tout. Mais quand on est plus jeune, on essaie de nous mettre quand même dans les cases, les standards de beauté qui sont occidentalisés, parce qu'on a beaucoup, moi je suis une jeune fille des années 90, donc j'ai eu les clips et tout avec les américaines, avec les perruques, etc., toutes fines, les jumba out et tout ça, donc je ne correspondais pas forcément à ça, et on me faisait rappeler. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans l'industrie de la mode sur le continent africain. On n'a jamais de femmes qui ont des formes généreuses. Et pourtant, la plupart des créateurs et des créatrices travaillent avec du sur-mesure. Et on a très très peu dans les Fashion Week africaines. Je n'ai jamais vu, ou très peu, ou alors c'est en Afrique du Sud ou au Nigeria, qu'on va mettre en avant tous les types de beauté. Vous n'avez pas toujours été... Juste une question. Non, parce que là... là, il est super chaud. Non, il est super chaud. Non, parce que j'ai beaucoup lu. J'ai lu votre ouvrage. 175 pages. C'est génial. Où vous racontez à un moment, vous n'avez pas toujours été dans la size acceptance. Mouvement né aux États-Unis. On accepte ses rondeurs, etc. Vous n'avez pas toujours été dans ça. À un moment, vous vous êtes lancé dans un régime. Vous avez été une régimeuse. Oui. À un moment, et c'est là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à un moment où vous sentez la nécessité C'était ma question, moi je le laisse faire le reste. Je ne suis pas dans ma zone de confort corporel, parce qu'il y a une zone de confort, on ne peut pas nier. On se sent bien. À la fin de votre ouvrage, vous dites qu'il faut le remettre, l'astuce c'est d'être authentique. Mais si on n'est pas authentique, si on n'accepte pas son corps, ou si on a des problèmes, parce que dès 7 ans, 8 ans, il y a eu des événements qui ont fait qu'à un moment, on s'enferme, on est dans le stress, on mange beaucoup de choses. 10 ans plus tard, vous arrivez en France, le gros kebab que vous mangez, le pain de mie au chocolat, tout ça pose problème. À un moment, prise de conscience, entre guillemets, vous vous dites, je fais le régime. Vous calculez le nombre de calories, qu'est-ce que je mange, etc., pour rééquilibrer. Et après quelque temps, vous dites finalement, je jette tout, j'accepte, je suis dans le size acceptance, je vis ma vie parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, quelle est votre question? Exactement. Comment accepter cette idée-là de passer de l'enlaidissement des rondeurs à l'esthétisation de la minceur? Alors, l'enlaidissement des rondeurs.
Bon, alors sachez que pour moi, les rondeurs sont belles et la minceur est belle aussi. Tous les corps sont beaux, donc je ne comprends pas ces termes-là. Sauf que vous faites en disant, je suis fière d'être... Oui, je suis fière d'être moi-même, à savoir Gaëlle Prudencio. Gaëlle Mais Prudencio, à travers vous, je pense que vous plaidez une cause qui va au-delà de votre propre personne. Ah oui, vous portez un message destiné à toutes les personnes qui ne s'acceptent pas. Alors, pour juste revenir par rapport au régime, celui dont vous parlez, finalement, c'est le tout dernier régime que j'ai fait. Avant ça, de l'âge de 12 ans jusqu'à 20 ans, j'ai passé des années à faire des régimes. Et effectivement, je n'étais pas dans la size acceptance, à savoir la valorisation de l'acceptation de tous les corps, notamment des corps gros, tout simplement parce que je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais pas de l'alternative. On m'avait toujours montré un modèle unique, à savoir que pour être une personne qui a de la valeur, il faut absolument être une personne mince. Pour être une personne qui réussit dans la vie, il faut absolument être une personne mince. On ne m'avait jamais expliqué que c'était tout à fait possible de ne pas ressembler à tout le monde dans la rue et dans la société et de réussir ma vie et de décider que je peux créer une entreprise, que je peux voyager quand je veux, que je peux aimer qui je veux, que je peux plaire à qui je veux et que je ne suis pas obligée de plaire aux autres pour réussir et avoir de la valeur. Et donc, quand j'ai découvert la size acceptance, pour moi, ça a été une espèce de renaissance. C'est de me dire, waouh, bah, en fait, je peux juste mettre de côté la question du corps et me concentrer sur ce que j'ai à l'intérieur. Et ce que j'ai à l'intérieur, bah, c'est d'apprendre à m'accepter, d'apprendre à aimer mon histoire, à la valoriser et pouvoir entraîner d'autres personnes avec moi. Parce que quand je parlais de régime, c'était un peu ça que je voulais aborder, le côté traumatisant. Le côté traumatisant des régimes que vous avez commencé à faire assez tôt quand même. Oui. Voilà, parfois des régimes hyperprotéinés et qui vous dégoûtaient presque voilà, de devoir faire. Et vous, à un moment donné, vous dites qu'il faut savoir... voilà, quel type d'alimentation choisir. À un moment donné, vous avez fait un stage qui vous a montré que le problème, ce n'était pas de manger beaucoup ou de manger moins, mais de savoir quoi manger et de bien manger. Et ça aussi, c'est important pour les gens qui vous écoutent et les gens qui vous suivent, pour dire que, voilà, à un moment donné, il ne faut pas essayer de suivre n'importe quel régime, mais il faut savoir un peu comment s'alimenter. Bah, en fait. Tout simplement déjà parce que l'obésité, là on ne parle pas de surpoids, moi je suis en obésité, donc je le dis, voilà, c'est une réalité. L'obésité est un symptôme d'un certain nombre de problèmes qu'on a avant dans sa vie. Donc, j'explique très bien ça, avec les épreuves de ma vie et pour beaucoup de personnes. Absolument. Vous avez dit qu'à un moment donné, inconsciemment, on a envie de se faire voir, on a envie de se montrer et votre corps prend cet espace pour aussi dire que vous êtes là. Que aussi se protéger. Se protéger parfois des agressions de la vie. Absolument. Et il y a des personnes qui vont devenir anorexiques, qui vont s'empêcher de manger, de s'alimenter. Voilà. Il y a des personnes qui vont fumer, qui vont devenir alcooliques. Il y a des personnes qui vont tomber dans la drogue. Il y a énormément de façons de se défendre finalement et d'essayer de survivre. Absolument. Alors moi, voilà, ça a été de prendre du poids. Et aujourd'hui, je fais une force. Et donc, je reviens sur le fait que l'obésité, c'est un problème de santé, un problème de santé publique. Et aujourd'hui, mon combat, c'est surtout de dire que, d'accord, pour lutter contre l'obésité, mais à aucune façon contre les personnes obèses. Et donc, à aucun moment, on ne va m'interdire de trouver du travail parce que je suis grosse. Et qu'on me dit, OK, tu es obèse, tu n'as pas le droit de trouver du travail parce qu'on se dit que tu es fainéante, etc. C'est ça mon message. Et par rapport à la santé en tant que telle, l'obésité doit se gérer en milieu médical. Et c'est un problème qui est multifactoriel. On ne peut pas gérer, traiter l'obésité uniquement avec le dernier régime qu'on voit à la télé, avec le dernier, je sais pas, la dernière tisane qu'on va voir dans les publicités ou aller chez un médecin traditionnel qui va nous dire, voilà, buvez telle plante et c'est bon, vous allez maigrir. Derrière, il y a des problèmes de santé qui arrivent aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Et surtout, important par rapport aux plus jeunes, parce que on voit un enfant qui commence à dépasser la courbe de poids, on ne va pas du tout s'intéresser à son hérédité, comment sont ses parents, comment sont les membres de sa famille, quelle est son histoire. Aujourd'hui, on a des études qui nous disent qu'un certain nombre de femmes qui sont obèses adultes sont des femmes qui ont vécu des violences sexuelles quand elles étaient enfants. Donc,
elles ont dû se protéger avec leur corps. Parce que vous parlez de ce manque de bienveillance parfois, même dans le milieu médical. Oui. Lorsque les gens font le diagnostic, parfois il y a ce manque de bienveillance et ça, même je veux dire, vous parlez même quand c'est une consultation gynécologique, il y a toujours des mots moi, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu choqué quand même. Je ne pensais pas qu'un médecin pouvait parler comme ça. Eh bien, vous savez, désolé, cher médecin, mais ce sont les personnes les moins bienveillantes qui puissent exister pour certains médecins. Je ne vais pas généraliser, c'est vrai. Alors, le médecin, son rôle, c'est d'alerter, effectivement. Son rôle, c'est la prévention, c'est de me dire, OK, écoutez, vous êtes en obésité, attention, il y a des risques. Sauf que quand je vais chez l'ophtalmologue et que je suis myope, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va me parler de mon poids, forcément. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de bienveillance de la part du médecin qui voit quelqu'un qui arrive Non, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la grossophobie, ça a un terme. Non, non. C'est, voilà, ce n'est pas de la bienveillance. On peut se poser la question de savoir quelqu'un qui dit, écoute, je vous ai observé, je vous ai consulté, je vous conseille de pratiquer du sport, d'éviter de manger telle chose. Le médecin peut être dans une forme d'empathie, être bienveillant, je pense. Je dis que c'est de la grossophobie. Surtout les nutritionnistes peuvent donner de bons conseils. Alors, c'est de la grossophobie dans la mesure où, d'abord, c'est un avis qui est non sollicité, d'une. Deux, le médecin ne connaît pas mon histoire. Avant de... un médecin que je vois pour une première fois, un ophtalmologue ou je sais pas ce que j'ai contre les ophtalmologues. Mais voilà, un médecin lambda ou quelqu'un chez qui je ne vais pas en consultation par rapport à la question de mon poids, en fait, n'a pas d'emblée à m'en parler. Non, moi, je parle du cas où quelqu'un vous consulte de manière générale. Et puis là, vous dit, d'après mon regard, d'après la consultation que je viens de faire, je vous conseille de... C'est une forme de bienveillance. On ne peut pas reprocher ça à un médecin. Non, on ne va pas reprocher ça. Mais clairement, c'est... quelles sont les questions que le médecin aura posées avant? Parce que l'exemple que je donne dans le livre par rapport au gynécologue, c'est tout simplement de dire en consultation, écoutez, il y a trop de graisse à l'intérieur, je ne vois rien. Comment est-ce qu'un médecin peut me dire ça? On ne peut pas dire des choses comme ça. Voilà. Et en plus, il y a une espèce de domination dans la mesure où on est quand même dans une certaine position chez le gynécologue qui fait qu'on ne peut pas se défendre à ce moment-là. Voilà. Et on est souvent... en position de faiblesse. On est en position de faiblesse. Et si on n'est pas comme moi et que je vais y aller et lui dire bon, on se calme, bon, on se connaît pas, et d'ailleurs je m'en vais parce que c'est mon argent, c'est mon corps et c'est moi qui décide, eh bien ça peut heurter. Et donc moi j'avais beaucoup apprécié l'endocrinologue que j'ai parce que la première fois que je suis allée en consultation, elle m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et sa première question n'a pas été vous venez pour votre problème de poids. Elle m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et là, on a commencé à discuter. Et je pense que c'est ce qui manque dans le milieu médical et aussi globalement dans la société. Parce que vous savez, quand je me lève le matin, je suis dans mon corps. Hein. Je sais ce qui se passe dans mon corps. Hein. Je sais ce que c'est que d'être grosse. Hein. Je sais ce que c'est d'être en obésité. Donc ça, j'en ai conscience. Et je pense que j'ai même une meilleure formation que beaucoup de diététiciens sur cette terre pour avoir fait énormément de régimes, pour avoir été très friande de toutes les émissions télé sur le sujet de la perte de poids, sur telle chirurgie, etc. C'est un sujet que je maîtrise et beaucoup de personnes grosses maîtrisent aussi. Je trouve qu'il y a un certain nombre de choses beaucoup plus graves, c'est-à-dire l'exclusion par rapport au monde du travail. Beaucoup de sociologues du corps l'ont développé. Le corps produit continuellement du sens, le poids des apparences, par rapport au travail, par rapport à toutes ces choses-là, des discriminations, même par rapport au vestimentaire, la mode. Aujourd'hui, des personnes rondes, grosses, ont énormément de difficultés, à moins d'aller aux États-Unis, où ils ont inventé depuis longtemps le double X ou triple XL. Mais sinon, en France, en Afrique ou dans certaines boutiques, les femmes qui ont un embonpoint, ou même les hommes, parce que vous parlez beaucoup des femmes, comme si c'était un problème essentiellement féminin, alors qu'il y a des hommes qui ont aussi ce problème-là de surpoids et qui sont confrontés à des formes de discrimination, d'exclusion, qui ne leur permettent pas, par exemple, de se trouver des habits qui peuvent... Voilà. Et je pense que c'est conscient de cela, de ce corps qui doit exister pour soi, que vous avez peut-être, vous vous êtes lancé dans la mode en disant, je me lance dans les grandes tailles. Comment ça se porte la grande taille?
Eh bien, la grande taille, en ce qui me concerne, se porte très, très bien. Après, je me suis lancée parce que, à la base, moi, j'avais un problème pour m'habiller. Donc, je me suis exprimée sur Internet pendant des années à demander aux marques, il faut que vous nous habillez. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas telle ou telle taille en France? Pourquoi on n'a pas tel style? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller aux États-Unis? Et même en vivant ici au Sénégal, j'avais la chance que j'avais, c'est d'avoir les tailleurs. Donc ici, c'est vraiment culturel. D'ailleurs, vous parlez du Wax. Oui, exactement. Et des tresses sénégalaises aussi. Que vous... Oui, alors c'est tout un monde pour moi. L'univers du wax, c'est justement ma marque, c'est vraiment la première ligne de mode grande taille en wax. Et il se trouve que c'est aussi de la couleur. On est visible quand on porte du wax. Moi, je porte très peu de couleurs sombres. Enfin, voilà, là, on me voit quand j'arrive quelque part. Et le fait est que les personnes grosses sont très visibles, mais en même temps invisibilisées dans la société. Donc, quand on porte de la couleur, eh bien, on prend notre place. Et c'est le message que je fais passer à travers ma marque, qui s'appelle Ibilola. Ce que j'allais dire, votre marque, vous lui avez donné le nom de votre sœur, qui a beaucoup compté pour vous. Ibilola, c'est un peu son nom de baptême Yoruba. Oui, exactement. Exact. Et oui, ma grande sœur voulait être styliste. Elle est décédée quand j'avais 12 ans. Et donc, j'ai eu envie de lui rendre hommage à travers cette marque. Et en fait, les engagements de la marque, c'est ça. C'est rendre hommage à ma sœur. C'est identifier, apporter une solution en matière de mode grande taille, parce qu'il y a vraiment un manque. Et là, on est au Sénégal. Moi, je vis en France, certes, mais ma communauté, les personnes qui me suivent sur Internet ici au Sénégal, m'envoient souvent des messages en me demandant, Gaëlle, où trouver des soutiens-gorge? Quand tu viens, est-ce que tu peux apporter des vêtements, etc. J'avais une boutique éphémère ici. Si c'est un message que je peux faire passer, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, dans la mode grande taille. C'est ici. Et je pense même que c'est intéressant parce que ce que vous dites, parce que je pense même qu'à un moment, vous bousculer les codes. Vous vivez en France, vous le savez aussi bien que moi. Les personnes grosses, on leur conseille souvent de s'habiller en sombre pour disparaître derrière les couleurs sombres. Vous faites tout le contraire. Vous mettez du couleur. Et tout à l'heure, je vous ai entendu dire, on ne vous voit pas. Qu'est-ce qui explique ce désir, ce besoin d'être visible? Bon, alors moi, je pense que c'est vraiment très ancré en moi que j'aime la scène. Voilà, j'aime prendre de l'espace. Alors, vous dites que depuis que vous êtes enfant, vos parents vous ont dit que ce que vous aimiez faire, c'est toujours venir amener des enfants, être la maîtresse, parler, vous mettre en ça. Vous avez toujours aimé depuis que vous êtes enfant? Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait beaucoup de théâtre. Donc, j'ai toujours aimé être visible. Et aujourd'hui, vu que j'ai une voix qui porte, eh bien, autant la mettre au service de cette cause que je défends, qui est la lutte contre la grossophobie, qui est le chemin vers l'acceptation de soi, qui est d'avoir plus de place pour les personnes grosses et en général, toutes les personnes qui sont différentes, qui ne correspondent pas aux normes de la société. Eh bien, voilà, ma voix peut porter et servir pour ça. Et surtout, ce que je fais, ce n'est pas pour que les personnes minces ou se disent « Ah, on a envie de les accepter, etc. » Non, mon message, c'est surtout pour les personnes qui se sentent différentes dans la société, qui se sentent à l'étroit dans la société et dans leur corps aussi, de se dire, OK, moi, cette fille-là, elle m'inspire et j'ai envie aussi d'aller au-devant de mes envies. J'ai envie de faire tout ce que je veux et que tout est possible. En plus, j'en suis vraiment la preuve vivante, quoi. Absolument. Et vous avez parlé de quelque chose de très important dans votre ouvrage, c'est que la question de poids est très importante. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez vital qu'il faut, comme vous dites, appréhender, adresser surtout dans le domaine médical avec des médecins. C'est vrai. Mais vous dites aussi que à un moment donné, c'est le poids de forme qui est important. Il y a des gens dont le poids de forme est un poids qui est assez élevé. Ce n'est pas parce que la personne fait plus de 100 kilos ou bien parce qu'elle a une apparence grosse que la personne n'est pas en forme. Exactement. Et que les gens diffèrent. Parce que moi, je vois des gens qui sont d'apparence grosse et qui sont très souples, très agiles, qui peuvent courir plus vite que vous. Et ça, je veux dire que ça aussi, c'est important. Vous l'avez bien souligné dans votre œuvre. Vous disiez que
le poids n'a jamais constitué un problème pour vous, jusqu'à un certain âge, en tout cas. Et que c'était un problème pour les gens qui étaient autour de vous et que vous vous sentiez très bien dans votre corps. Donc c'est ça aussi, je veux dire, c'est un aspect où les gens ne sont pas obligés de dire il faut que je devienne mince, mais il suffit d'avoir un poids de forme. Parce qu'il y a des gens qui sont gros et qui sont beaucoup plus en bonne santé que des gens qui sont minces. Déjà, en fait, concrètement, comment est-ce qu'on peut décider de l'état de santé d'une personne rien qu'en la voyant? Absolument. Sans connaître son histoire, sans avoir ses analyses médicales. On ne peut pas savoir. Et il y a des personnes qui sont tout à fait dans les normes de la société qui ne sont pas en bonne santé. Et après, la limite, elle est vraiment mentale. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas comme une personne mince ratée, en fait. Je me sens comme Gaëlle. Et en plus de ça, j'ai toujours dit que je n'attends pas de perdre du poids pour être heureuse. Et donc, je ne vis pas dans l'hypothèse qu'un jour, je serai mince et qu'à ce moment-là, je pourrai faire une course. Non, j'ai fait une course quand je pesais 142 kilos, 7 km dans Paris. Il n'y a pas beaucoup de personnes minces que je connais dans mon entourage qui ont fait cette course-là. Je fais de la danse, j'ai fait une tournée aux États-Unis, etc. Donc, toutes les limites sont finalement dans notre tête aussi. Et ça, c'est important que les personnes qui ne vivent pas une différence acceptent aussi que les autres ont leur vérité et savent ce qui se passe dans leur corps et font en fait finalement comme ils peuvent. Tout le monde fait au mieux, quoi. Absolument. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir. Moi aussi. L'ouvrage est très... Malheureusement, on ne l'a pas, nous, en codex. Très bien écrit. Mais vous savez quoi? Exactement. C'est très bien écrit. Mais en exclusivité, on a pu avoir la version numérique, mais c'est très bien édité, c'est bien écrit, c'est aéré, c'est un bel ouvrage, vraiment, aussi bien dans la forme que dans le fond. Moi, j'aime bien avoir toujours tenir le livre comme ça. Je vous l'enverrai. Je demanderai à la maison d'édition de vous l'envoyer. Et pour la petite histoire, moi, je ne l'ai pas encore tenu dans les mains parce que je suis venue au Sénégal au moment de l'impression. Donc, je le découvrirai dans quelques jours. Mais je suis contente que la version numérique vous ait plu et surtout l'écriture, sachant que je l'ai quand même écrit là, en cette période qui n'est pas évidente et que ça a été aussi un travail sur moi-même, de revenir sur mon histoire. Le confinement a servi à ça au moins. Oui, au moins, voilà. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Gaëlle Prudencio, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt. Nous allons terminer cette émission avec une auteure, compositrice et interprète de grand talent. Cette jeune artiste originaire de Casamance vient nous présenter ce soir son nouveau single Wama, extrait de son album Asekao, de son vrai nom Mariama Siga Goudiaby. Nous avons le plaisir d'accueillir Maria Siga. Bonsoir Maria. Bonsoir à vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Pareillement, je suis ravie. Comme je viens de dire, vous venez nous présenter un extrait de votre nouvel album qui s'intitule Asekao. Asekao, oui. Asekao qui veut dire femme, je pense, en diola. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre carrière, de vos débuts d'artiste, de votre parcours? Moi, j'ai toujours aimé la musique depuis à bas âge. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça n'a pas été évident. Parce qu'au départ, mes parents ne voulaient pas du tout que je me consacre à la musique. Donc, j'ai dû lutter pour ça. Parce qu'ils m'ont lancé un défi, en fait. Genre, tu réussis aux examens et puis on te laisse faire ta musique. Du coup, on a fait un pacte avec mon papa. J'ai réussi et puis il m'a donné sa bénédiction. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la musique. Et vous avez commencé en quelle année? J'ai commencé, ça fait très longtemps. Je peux pas dire en quelle année exactement parce que depuis le primaire, à chaque récréation, je m'amusais à chanter pour le grand plaisir de mes camarades qui se cotisaient parfois. Allez, chante-nous une chanson, fais-nous une reprise de Céline, machin, truc, qui me donnaient des petites pièces. Donc voilà, c'est comme ça, ça a débuté. J'ai pris plaisir et c'est jusqu'en 2009, pendant un concours interschool qui s'appelle Talent Show. Il y avait un prof de musique qui m'a dit « Toi, je te vois chaque jour animer les cours pendant les récréations, donc je vais t'inscrire à ce concours.
si jamais tu le remportes pas, ça va chauffer pour toi. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me lancer. Et je me suis lancée. Comme par hasard, j'ai réussi à remporter ce prix. Ça a commencé à me mettre un peu en confiance à moi. Et quand j'ai gagné ce concours, ils m'ont intégrée dans une école qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui se trouve en face de la cathédrale. Et du coup, j'ai commencé à suivre là-bas, à intégrer un orchestre et à commencer à prendre mes repères un peu, à savoir dans quel style j'aimerais bien m'orienter et tout. Et j'ai été bien encadrée par le professeur M. Sao. Suite à ça, j'ai commencé à continuer à faire des featuring avec des rappeurs, à faire à leur faire des chœurs avec des règlements aussi. Mais jamais je n'osais faire un truc moi-même. J'ai jamais pensé à une carrière solo parce que j'avais tout le temps le trac, j'avais peur tout le temps. Mais après, par la suite, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce qu'en fait, j'ai eu à travailler au Madison avec Hassan Dia et j'ai vu beaucoup d'artistes défiler devant moi parce que j'étais caissière aussi là-bas. Donc, c'est un environnement qui me correspondait un peu parce que je voyais tout le temps des artistes qui s'affirmaient de jour en jour. Du coup, ça me mettait un peu en confiance avant qu'ils ne montent sur scène quand ils font leur background avec les musiciens. Je me permettais de prendre le micro et puis de chanter. Voilà, ça m'a beaucoup forgé, on peut dire. Et le jour où je me suis lancée, je suis partie à Sali faire un petit tour dans les bars, restos, comme ça. Du coup, je me suis présentée au Petit Zinc et là-bas, ils ont bien voulu me donner ma chance. Et puis, ils m'ont dit si je faisais mes preuves, que voilà, c'est possible qu'ils signent un contrat avec moi. Voilà, ça a été un déclic. Donc, j'ai fait mon premier concert. Franchement, tout le monde a aimé. Le gérant, aussi bien que le proprio de ce resto, ils ont beaucoup kiffé. Ce jour-là même, j'ai signé mon premier contrat en musique. Donc, je jonglais avec le boulot. Finalement, après, ça devenait trop compliqué parce qu'à chaque fois que je devais jouer, il y avait le Madison qui m'attendait, je devais faire la caisse, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi la musique, évidemment, parce que je me sens beaucoup plus moi-même avec la musique. Je me sens plus en harmonie avec la musique qu'avec d'autres choses. Avant de passer la parole à Ibrahima, on va essayer de voir un peu ce que vous faites avec votre nouveau clip qui s'appelle Wama. Khady, dès que c'est prêt.
Vraiment, avec quelques connotations sud-africaines. Il y a une certaine influence. J'ai des influences sud-africaines parce que j'écoute beaucoup la musique sud-africaine, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, avec l'aide du grand chanteur Yoron Ndiaye, le grand frère, m'a beaucoup orienté aussi sur ce... Un peu rumba aussi quand même. Voilà. Rumba, ça me fait penser à, comment ça s'appelle encore, l'artiste congolais, bref. En tout cas, belle voix, avec d'excellentes sonorités derrière, acoustiques. Yes. Je ne sais pas, vous jouez avec de la calebasse et tout ce qui est des sonorités? Oui, souvent, oui. J'essaie de faire un mélange, en fait. Oui, oui. Surtout de mettre en avant les instruments un peu traditionnels, vous voyez, calebasse ou kora parfois. Sur cette musique, c'est vrai qu'il n'y a pas de kora. Parfois, je mets un peu de balafon. Voilà, j'essaie de mettre un peu en valeur les sonorités africaines. En fait. Et cela, non seulement ça vous permet de mettre en valeur les sonorités africaines voilà, de nos terroirs, mais en plus, ça vous permet de vous mettre en valeur. Parce que la musique est bien posée, ça vous donne une amplitude pour la voix qui vous libère, qui vous permet de vous exprimer. Exactement. Et du coup, au finish, on découvre une belle voix. Vraiment, c'est très bien fait. Merci, vraiment. Votre look, je sens que vous avez un look assez particulier. Et de clip en clip, de concert en concert, j'ai un peu vu vos images là, vos photos. On a l'impression que vous avez envie d'envoyer un message à travers votre look. Exactement. Quel est ce message? Parce que le message, c'est d'affirmer tout d'abord mon africanité. Et j'aimerais aussi beaucoup influencer à la jeunesse de mon Afrique, de pouvoir s'affirmer avec leur identité, de ne pas avoir de complexe, genre si tu ne mets pas de perruque ou machin truc, tu es un peu mise à l'écart et tout. Donc je veux vraiment que, voilà, qu'on puisse savoir que nous, on a une riche culture. Donc c'est ça qu'on devrait mettre en avant. Donc pour vous, la fonction de l'artiste, le rôle de l'artiste, ce n'est pas seulement d'amuser, de divertir? Non, pas seulement d'amuser, de divertir, mais surtout d'influencer, de lancer des messages à travers la musique, bien sûr, et surtout d'essayer de rendre fiers, en fait, à travers ce qu'on fait. Donc c'est tout simplement ça. Est-ce que vous avez des projets là, de musicaux que vous aimeriez mettre en place, des tournées internationales, des collaborations duo avec d'autres artistes de grande renommée? Voilà. Mais bien sûr, en fait, en 2019, récemment, j'ai gagné un concours du One Rhythm Contest de Bako Record, un label qui se trouve en France. Et ça regroupe de grands reggaeman aussi. Donc, ils ont fait ce concours et je l'ai remporté.
Dès que j'ai vu Rhythm, on en avait parlé, j'étais content. Je me suis dit, j'en parlais il y a quelques émissions et je trouvais qu'on ne pratique pas beaucoup cela dans nos pays. En Jamaïque, surtout, ça vient de la Jamaïque. Ils posent un son et ils demandent à tous les artistes de venir poser leur voix. Exact. Ça, c'est une tradition, mais purement jamaïcaine. Et je pense que c'était un peu ça. Je disais, mais ce serait bien qu'on arrive avec nos artistes, que chacun vienne. Bien. On peut avoir un seul rythme, qu'on peut même transposer en salsa, en ballard, en acoustique, etc. Et ça permettrait quelque part de trouver une communion entre les artistes. Et peut-être. Exactement. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont proposé à beaucoup d'artistes de poser sur cet instrumental. Beaucoup l'ont fait. Et vous l'avez remporté. Je l'ai remporté. Pour vous, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait la différence aux yeux du jury? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est l'originalité. En fait, je n'ai pas voulu chercher ailleurs. Je ne suis pas européenne, je suis sénégalaise, je suis Djola. Je suis allée puiser aux racines même de la Casamance. Et c'est ce que j'ai voulu leur montrer. Ils ont vu que c'était un truc vraiment original, ils ont aimé. Et puis voilà, le public a décidé, je l'ai remporté. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'écouter vraiment votre musique. Tout à l'heure, en terminant l'émission, vous allez nous faire un petit live, comme ça on aura le plaisir d'entendre votre voix en live. Mais vous allez me permettre de vous remercier, vous, d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Exactement, de remercier Ibrahima qui nous accompagne toutes les semaines dans cette aventure, de remercier aussi tous les techniciens de la RTS, en commençant par Khadi. Remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches aussi tard. À dimanche prochain, Inch'Allah. Janteno, mami sanke ndi muyo. Ukana kumbam, yeah. Janteno, mami sanke ndi muyo. Ana sonda mai, ana wa mai, ana buya jutabu, hey janteno, mami sanke ndi muyo, lufijar, hirobe, mani lufijar. Ngayo bay yalay maye soko nango doson tesa kholit duma sajeex lina ci man newul ci yow lina ci yow it newul ci man mani yalay maye Ukana kumbam, yeah. Tana wama, ana sonda mai. Tana wama, yeah. Ana buya jutabu, hey. Jujote norom. Deda flokham. Mani di wax loo xam su tëddee mën a nelaw 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 su tëddee nelaw ni ana wa mai ana sonda mai ni ana wa ma atiyom ana buya jitabu mani alai mai be alive, my
Kana kumbam, hey, ijante nora. Bravo. Bravo. Am na solo.